Bonjour, je suis Julie Houle, présidente de l'exécutif local Centre-Sud de la PTS. Et puis, je suis présidente depuis déjà 2020 et impliquée syndicalement depuis la création de la PTS, mais aussi depuis plus de 11 ans. Bonjour tout le monde, je m'appelle Patrick Beauregard, je suis trésorier à l'exécutif local Centre-Sud de la PTS avec Julie depuis sa création en 2017 et impliqué syndicalement depuis un peu plus de 12 ans, auparavant dans le syndicat du Centre Jeunesse. Donc à la demande générale, aujourd'hui, on va vous présenter les procédures d'assemblée, aussi les rôles des personnes qui se retrouvent à la présidence, à la coprésidence, au secrétariat aussi durant les assemblées. Ça va vous permettre d'avoir quelque chose auquel vous référez parce que c'est souvent des vocabulaires avec lesquels les gens ne sont pas habitués de transiger au quotidien. Donc, Julie, dans un premier temps, tu pourrais commencer par nous expliquer les rôles des personnes qui se retrouvent souvent à l'avant de l'Assemblée générale. Tout à fait. Donc, je vais quand même tenter d'expliquer ça très, très simplement. Bien évidemment, il y a le rôle de la personne secrétaire qui est d'une très grande importance puisque c'est elle qui rédige le procès-verbal de l'Assemblée et donc à la prise de notes. Elle note aussi les proposeurs, les appuyeurs des propositions qu'on peut recevoir. Donc, elle prend en note vraiment tout pour qu'on ait vraiment le portrait global de l'Assemblée parce que l'année d'ensuite, on présente le procès-verbal. Là, on doit adopter par contre le procès-verbal de la dernière Assemblée. Il y a aussi le rôle de la personne présidence que je fais quand même depuis quelque temps, qui n'est pas simple, qui n'est pas un rôle simple, mais quand même, parce que c'est la personne qui applique et voit au respect des règles de procédure. Donc, et qui est constamment en contact avec l'instance, avec les gens, qui donne la parole également. Elle doit, cette personne-là, être impartiale, neutre et intègre. La coprésidence, qui est quand même un rôle aussi très important, assiste directement aux côtés de la personne présidente et elle fait les liens plus techniques et l'assiste dans ses tâches. Par contre, elle peut aussi prendre la parole sur un moment donné dans l'Assemblée au même titre que la présidente. Donc, c'est vraiment un rôle très conjoint. Alors, pour faire un lien avec les différents rôles des assemblées, Patrick, j'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi la différence entre l'Assemblée générale annuelle, mais des assemblées successives et ou une assemblée unique. Parce que des fois, on a des difficultés à comprendre à quel moment qu'on peut faire des propositions et ou non. Bien sûr, Julie. En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que les assemblées générales doivent se passer dans un temps qui est donné. Dans les statuts de la PTS, ce qu'on peut faire, c'est de soit tenir une assemblée à séance unique, comme on le disait tout à l'heure. Donc, c'est une date, que ce soit en Zoom, que ce soit en présentiel ou peu importe. Elle doit se tenir à ce moment-là, puis on va convoquer les gens spécifiquement à ce temps-là. Les gens vont devoir se présenter, faire des propositions, voter sur ce qui est proposé également. Puis, au terme de cette assemblée-là, ça prend fin. Puis, évidemment, là, par la suite, on doit appliquer les décisions qui ont été prises. Au niveau des assemblées différentes à successives, en fait, la différence, c'est qu'on doit les faire sur une période de temps. Ces séances-là ont été mises en place pour favoriser un peu la nouvelle réalité dans laquelle on est aussi dans les CIUS, parce qu'on, nous, particulièrement Centre-Sud, on est sur plus d'une 150aine d'adresses. Et c'est beaucoup plus facile de les tenir en successif parce que ça nous permet justement d'être présent à différents moments parce que c'est pas nécessairement facile de se déplacer géographiquement pour être présent ou présente à une assemblée. La différence avec cette séquence-là, vous vous poserez probablement la question, qu'est-ce qui se passe quand il y a des propositions? En fait, les propositions doivent être déposées à la première séance. Ce but-là, en fait, c'est que s'il y a des propositions qui sont déposées à la deuxième séance, ben c'est aussi simple que de dire que les personnes qui ont été présentes à la première n'auront pas pu se positionner sur les propositions de la seconde. Donc, c'est pour cette raison-là que toutes les propositions doivent être déposées uniquement à la première séance et ces propositions-là vont suivre chacune des séances successives pour que les gens prennent position et le vote sera connu seulement à la fin parce qu'il va être cumulatif dans les séances. Donc, c'est un peu cette façon de faire-là qui a été aussi adaptée en fonction de la nouvelle réalité, qu'elle soit suite à la pandémie ou dans nos nouveaux contextes en centre intégré à plus grand déploiement comme on les connaît maintenant.
On a aussi, le quorum aussi, c'est important aussi de spécifier par rapport au quorum. Le quorum, ça représente en fait un nombre de personnes qui doivent être présentes pour que l'Assemblée soit valide. Il y a dans les statuts plusieurs façons de le calculer en fonction des membres qui sont présents dans notre unité de négociation au 31 décembre de l'année. Et c'est pour ça qu'on peut pas trop s'avancer sur le nombre, là, parce qu'il peut varier en fonction des embauches puis des départs qu'il peut avoir dans notre membership. Mais ce quorum-là doit être calculé à la séance unique et aussi va être calculé en additionnant les personnes présentes quand on est en successive. À n'importe quel moment durant une assemblée unique, une personne pourrait demander le calcul du quorum si elle a l'impression que les gens ont quitté. À ce moment-là, l'assemblée va devenir un peu caduque parce qu'on ne pourra plus prendre de décisions, on sera plus légitimé de prendre des décisions. Par contre, on ne peut pas vraiment demander de calculer le quorum dans une séance successive parce qu'il va être calculé en additionnant les présences de la première jusqu'à la dernière. Fait que je vous dirais que notre quorum tourne autour généralement de 100 à 145 personnes là, pour tenir nos assemblées. Mais c'est ça, le quorum sert uniquement à s'assurer que l'assemblée est valide et démocratiquement possible d'adopter les propositions qui ont été déposées. Donc, si je comprends bien, Patrick, c'est que si on veut faire une proposition et qu'il y a des assemblées successives, donc à plusieurs dates, mais on doit se présenter à la première pour pouvoir déposer notre proposition. Tout à fait. Parfait. Exactement. Merci. Maintenant, Julie, est-ce que tu peux me parler de ce qu'est une plénière et une délibérante en assemblée? Bien sûr. Alors, on appelle la plénière, mais aussi un comité plénier d'échange. Donc, c'est souvent d'une durée de 20 minutes. Et on a un temps déterminé aussi pour la prise de parole. Donc, les gens qui veulent poser des questions aux personnes responsables du dossier ou de la présentation qui vient de se faire, c'est le temps de le faire. On peut soulever des enjeux, on peut partager des réflexions, des impressions, en fait, en disant, là, à la lumière de ce que j'ai entendu, je suis pas sûre que ça va fonctionner. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Donc, c'est vraiment le temps de faire ça, de le faire là. C'est aussi le temps de déposer une proposition ou un amendement à la proposition qui est, évidemment, si c'est un point décisionnel, il va y avoir une proposition qui va être déposée. Donc, c'est le moment de faire soit un amendement ou de déposer une autre proposition. Il y a des tours de parole. Vous pouvez prendre la parole à plus d'une reprise, mais on privilégie toujours les premiers tours de parole. Donc, ça, c'est le comité plénier d'échange, appelé aussi la plénière. Il y a la délibérante aussi, qui fait suite à la plénière, qui aussi, on limite une durée de 20 minutes. Tout comme la plénière, si on veut prolonger la délibérante ou la plénière, on doit le faire voter aux gens dans la salle ou en Zoom. Et souvent, c'est un temps aussi déterminé par personne quand on prend la parole de 2 minutes. Et là, c'est le moment de prendre position sur la proposition afin de convaincre les membres de l'instance de voter pour ou contre la proposition qui est présentée. Encore une fois, les gens peuvent prendre à plus d'une reprise la parole, mais on privilégie le droit de parole là, au premier tour aux gens qui n'ont pas pris la parole. Donc, c'est à peu près ça. Donc, c'est une façon de fonctionner qui favorise, en fait, l'expression démocratique de chaque personne et qui structure un peu, finalement, le déroulement de l'Assemblée. Tout à fait, parce que sinon, ça peut être un peu le chaos quand on dit notre impression ou qu'on veut convaincre les gens de voter contre quand c'est pas le bon moment. Fait on structure, on essaye d'aider les gens à bien comprendre tout ça. Maintenant, Patrick, est-ce que tu peux nous parler de la fameuse question préalable? Bien sûr, cette fameuse question préalable. Là, on va passer plus à l'étape des procédures d'assemblée. On va vous expliquer un peu le fonctionnement, les personnes qui sont aussi en charge de certains rôles durant les instances. Au niveau des procédures d'assemblée, on va commencer par vous expliquer la question préalable. En fait, la question préalable sert à passer au vote. Fait que finalement, si vous, comme individu, vous vous retrouvez dans la salle, puis vous trouvez que les débats sont longs, ils s'étirent,
Puis pas mal tout ce qui a été dit commence à se répéter. Là. Ça, on le voit souvent quand on arrive vers la fin, là, soit de la période du comité plénier ou de la période de la délibérante. Davantage de la délibérante parce que c'est à ce moment-là qu'on peut demander la question préalable. À ce moment-là, la personne qui, elle, souhaite demander à la délégation de passer au vote peut mettre son tour de parole pour aller s'exprimer au micro. Mais par contre, c'est important de savoir qu'elle ne doit pas s'être exprimée et avoir pris position durant la délibérante. Donc, à ce moment-là, elle va aller au micro, durant son tour de parole, elle va dire « Je demande la question préalable ». À ce moment-là, elle doit, cette personne-là, avoir une personne qui appuie sa demande. Donc, c'est important de comprendre que si c'est accepté au vote, ça met fin au débat à ce moment-là, puis on doit immédiatement passer au vote. Et pour pouvoir être accepté, cette proposition qui est demandée par la personne, justement, comme je vous disais, qui n'est pas intervenue, doit passer aux 2 tiers. C'est pas seulement le 50% plus 1, donc on ne parle pas de majorité simple pour la question préalable, on parle vraiment du 2 tiers. Donc, si par exemple, c'est justement le vote est en ce sens-là, bien là, on passe au vote immédiatement, puis ben, le résultat du vote va être celui qui va se trouver à être appliqué par la suite. Donc, c'est un peu ça la question préalable, Julie. Ça sert justement à mettre un terme au débat quand on considère que ça tourne en rond ou que tout ce qui a été dit a déjà été dit, puis on est prêt, on considère que c'est prêt à passer au vote. Parfait. Est-ce que tu peux, à ce moment-ci, me parler du point d'ordre? C'est déjà arrivé dans nos instances qu'on ait entendu des gens qui ont utilisé cette façon de faire-là dans la procédure. Fait que donc, ça serait intéressant de la clarifier. Tout à fait. Bien, le point d'ordre peut être souligné à n'importe quel moment. Les gens doivent s'exprimer et n'ont pas besoin d'attendre leur tour de parole. Donc, ils vont crier. C'est déjà arrivé. Okay. On crie « Point d'ordre ». Et le point d'ordre, donc, souligne un manquement à l'ordre du jour ou une erreur de procédure. Bon, par exemple, je suis présidente d'Assemblée et je suis rendue au point 6. Et là, je dis, bon, bien, parfait, donc on passe au prochain point. Et là, je vous donne le point 8. Alors là, les gens pourraient crier au point d'ordre et me rappeler qu'on n'est pas rendu au point 8, mais bien au point 7. On n'a pas besoin d'appui. On n'a pas besoin de débat. Et bien évidemment, c'est la décision de la présidente il n'y a pas de vote là-dessus. Là. C'est la décision de la présidente, mais évidemment, souvent, c'est des choses qui sont très faciles à décider dans le sens qu'effectivement, j'ai pas suivi l'ordre du jour, j'ai fait un manquement, donc c'est souvent accepté. Si c'est pas accepté? Si c'est pas accepté. Dans une seconde capsule? Oui. On va vous parler comment en appeler de la décision de la présidence. Voilà. Donc, on serait rendu maintenant, Patrick, à la question privilège. Oui. Qu'est-ce qu'une question privilège? Est-ce que c'est d'avoir une surprise, non, un cadeau? C'est pas un tour de parole privilégié, malheureusement, comme on pourrait en croire par l'appellation de cette procédure. En fait, le recours à la question privilège s'utilise souvent quand on est en présentiel. Généralement, les personnes qui vont aller demander la question privilège, c'est parce qu'ils vont constater que, par exemple, l'air ambiant est trop froid ou trop chaud. Donc, vont aller au micro pour dire est-ce qu'on peut adapter justement le chauffage parce que je suis gelé durant l'assemblée, j'ai de la difficulté à me concentrer. Ça peut être aussi pour signaler une indiscipline. Donc, si vous trouvez que la personne au micro qui a été avant manque de respect ou que ce soit à la présidence, que ce soit à un autre membre de la délégation, ça va être le moment en fait d'aller au micro exprimer, puis la question privilège, on va la nommer et on va aller expliquer ce qui justifie cette intervention-là. On peut aller au micro en tour de parole qui est privilégié, par contre, pour l'exprimer. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin d'appui, il n'y a pas de débat non plus. C'est encore, comme on disait tout à l'heure, une décision de la présidence qui va constater si oui ou non il y a une discipline, si oui ou non il y a un enjeu au niveau matériel. En Zoom, ça pourrait s'utiliser quand même si, par exemple, il y a des bugs au niveau du son. Évidemment, il va falloir trouver une façon de communiquer pour notre question privilège s'il y a un bug au niveau du son, si on n'est plus capable de se faire entendre. Mais il y a toujours les chats qui peuvent fonctionner à ce niveau-là. Donc, encore une fois, on va vous expliquer dans la deuxième capsule comment faire référence à en appeler la décision de la présidence si on n'est pas en accord avec l'issue de sa décision suite à cette question privilège-là. Fait que donc, pour nous, ça fait le tour pour cette première capsule-là. On voulait, en fait, vraiment identifier ce qui est le plus souvent utilisé durant les instances démocratiques syndicales. Et dans une seconde capsule, on va y aller plus vers ce qui est plus spécifique, qui est moins souvent utilisé, mais qui existe quand même durant nos instances.